La matinée de Lucio commença comme toutes les autres. Café noir, le son de la rivière passant par la fenêtre ouverte et la carte géologique déployée sur la table de la cuisine. Il travaillait seul depuis des années, préférant analyser les formations rocheuses dans des régions reculées plutôt que de gérer des équipes ou des bureaucraties. Mais ce jour-là, une marque irrégulière sur le GPS attira son attention. Le rocher situé à 3 km de la ville la plus proche semblait émettre une légère vibration, enregistrée par l'appareil comme un tremblement continu. Lorsqu'il arriva sur place, il remarqua une fissure dans la pierre d'où s'écoulait un liquide argenté, dense comme du mercure, mais transparent. Curieux, il préleva un échantillon. En l'examinant au microscope portable, il vit des particules se déplaçant en cercle, comme si elles respiraient. De retour en ville, Lucio rencontra Yara, une biologiste qui partageait l'installation municipale avec lui. Elle fronça les sourcils en voyant le matériau. « Ce n'est pas naturel », dit-elle, en déposant quelques gouttes sur une lame. Sous la lumière ultraviolette, le liquide brillait de tons bleu et rouge, changeant de couleur à chaque minute. Des tests initiaux ont révélé qu'il réagissait aux stimuli électriques, multipliant sa masse sans aucune source d'énergie visible. Ce soir-là, alors qu'ils notaient leurs observations, un habitant apparut essoufflé à la porte. Sa plantation de maïs avait grandi de 3 mètres en 12 heures, mais les épis étaient tordus, avec des veines noires pulsantes. Lucio et Yara échangèrent un regard. Le lendemain matin, ils se rendirent à la ferme. Le champ ressemblait à un cauchemar, des tiges aussi grosses que des troncs, des feuilles aussi dures que du cuir et un bourdonnement sourd dans l'air. Yara préleva des échantillons de sol, tandis que Lucio remarqua des marques identiques à la fissure de la roche sur d'autres pierres à proximité. Au crépuscule, ils décidèrent de retourner à la formation originale. Elle était maintenant plus grande, comme si la pierre elle-même s'étendait. Le liquide s'écoulait en filets épais, formant des flaques qui reflétaient le ciel dans des couleurs déformées. Sans s'en rendre compte, Lucio toucha une des flaques. Pendant un instant, il vit des images incohérentes, des villes souterraines, des symboles gravés sur des parois et des visages qu'il ne reconnut pas. Yara le tira en arrière, mais il était trop tard. Cette nuit-là, il rêva de voix chuchotant dans une langue sans voyelles. Le 3e jour, un homme en costume usé apparut au laboratoire. Il se présenta comme le docteur Silva, représentant d'une fondation de recherche. Il savait tout sur le liquide, les plantes et les rêves. Il proposa des ressources pour poursuivre les études, mais Lucio refusa. Plus tard, Yara avoua avoir envoyé des données à des collègues dans une autre ville. « Nous avons besoin d'aide », insista-t-elle. Lucio ne répondit pas. Il avait déjà remarqué des changements en lui, des souvenirs d'enfance qui n'étaient pas les siens, une clarté étrange dans la résolution de problèmes complexes. Ce soir-là, il retourna seul vers le rocher. Le liquide formait maintenant une immense flaque, presque un lac. En plongeant ses mains dedans, il sentit une douleur aiguë suivie d'une vague de chaleur. En quelques secondes, il vit l'avenir, la ville abandonnée, le liquide se répandant dans le monde, transformant tout en quelque chose de nouveau et de terrible. Il courut, mais en arrivant chez lui, il remarqua que les veines de ses mains brillaient doucement dans l'obscurité. Au lever du jour, Yara le trouva évanoui par terre dans l'installation. L'échantillon original avait disparu, remplacé par un résidu cristallin. Elle ne vit pas les marques sur les murs, écrites dans une langue ancienne que Lucio comprenait maintenant parfaitement. Il se réveilla des heures plus tard, sans se souvenir de rien, mais avec la certitude que le liquide n'était pas un danger. C'était une clé. Et quelqu'un, quelque part, avait déjà tourné la serrure. Lucio se réveilla au son de voix étouffées de l'extérieur. Yara avait passé la nuit à analyser le résidu cristallin laissé à la place de l'échantillon original. « Ce n'est pas inerte », dit-elle sans le regarder. « Il réagit au toucher, mais seulement quand il le veut. » Il ne parla pas des marques sur les murs ou de la langue qu'il comprenait maintenant comme s'il s'agissait de la sienne. Au lieu de cela, il demanda des informations sur le docteur Silva. Yara hésita. Il a appelé 3 fois. Il a dit qu'il avait des informations sur d'autres incidents, dans des pays lointains. Pendant qu'elle parlait, un groupe d'habitants arriva à la porte, exigeant des réponses. Leurs vêtements étaient tachés d'une substance sombre, et leurs voix semblaient synchronisées, comme un chœur désaccordé. « Les plantes bougent », dit une femme en montrant une photo floue de tiges tordues en spirale. Lucio remarqua que tous avaient les mêmes yeux, des pupilles dilatées, brillant faiblement. Yara suggéra d'évacuer la zone, mais il était trop tard.
Par la fenêtre, ils virent des filets argentés apparaître entre les maisons, se connectant comme des veines grimpant sur les murs et les arbres. À midi, la ville semblait respirer. Les murs des bâtiments vibraient doucement, et l'air sentait l'ozone et la terre humide. Lucio et Yara décidèrent de suivre les marques sur les rochers, maintenant visibles sur les pierres éparpillées dans la région. Chaque symbole correspondait à un point sur la carte que Lucio avait dessinée des années auparavant, lors d'une expédition abandonnée. Ils trouvèrent une grotte cachée derrière une cascade sèche. À l'intérieur, les murs étaient couverts de gravures représentant des figures humaines fusionnées avec des formes géométriques, entourées de spirales rappelant le liquide. Yara toucha une des images, et une lumière bleutée remplit la grotte. Pendant un instant, ils virent une ville souterraine, des tours de cristal et des créatures qui n'étaient pas entièrement solides. En sortant, ils furent encerclés par des hommes en noir, dirigés par le docteur Silva. « Vous ne devriez pas être ici, » dit-il, tenant un appareil qui émettait un bourdonnement sourd. Le liquide proche recula, comme s'il craignait l'appareil. Lucio sentit une douleur aiguë dans la poitrine, où les veines brillaient maintenant constamment. « Ce n'est pas le vôtre, » dit-il, sans savoir d'où venaient les mots. Silva sourit. « Cela n'appartient à personne. C'est un code. Et vous l'avez activé. » Cette nuit-là, pendant que Yara dormait, Lucio retourna dans la grotte. Les gravures avaient changé. Elles montraient maintenant son visage parmi les figures, connecté à un réseau de fils lumineux qui s'étendait sur la planète. Il toucha le mur, et pour la première fois, le liquide répondit non pas comme une menace, mais comme une invitation. Au lever du jour, Yara le trouva debout au milieu de la rivière, immobile, l'eau circulant à travers son corps sans le toucher. « Lucio » appela-t-elle. Il se retourna, mais ses yeux n'étaient plus les mêmes, des pupilles allongées, brillant en motifs rappelant des constellations. « Il n'est pas encore trop tard, » dit-il, et sa voix résonna comme si elle provenait du fond d'un puits. « Ils nous ont donné un choix, il y a des milliers d'années. Nous avons refusé. Maintenant, ils sont revenus pour voir si nous avons appris. » Yara voulait demander « qui ?», mais elle connaissait déjà la réponse. Le liquide s'était répandu dans toute la vallée, transformant la terre en quelque chose de vivant et de conscient. Au loin, des sirènes retentirent. L'armée était en route. Lucio observa les premiers véhicules militaires monter la route escarpée, leur lumière rouge coupant la brume qui planait désormais en permanence sur la vallée. Yara essaya d'argumenter avec les soldats, mais ils la repoussèrent, concentrés sur le liquide qui s'écoulait dans les rues comme des rivières vivantes. Le docteur Silva était parmi eux, portant une mallette métallique. « Il n'a pas besoin d'en arriver là, » dit-il à Lucio, qui restait immobile au milieu de la rivière. « Nous pouvons négocier. » Lucio ne répondit pas. Son esprit était rempli de voix, de souvenirs de civilisations qui avaient utilisé le liquide pour transcender leur corps, seulement pour être consommés par lui. Lorsque les soldats ouvrirent le feu, le liquide réagit. Les balles ricochèrent sur des boucliers formés de couches denses du matériau argenté qui se façonnaient dans l'air, comme des mains géantes. Yara cria lorsqu'un des hommes fut soulevé et dissous en quelques secondes. Ses os brillaient à travers la peau avant de se désintégrer. Lucio s'approcha de Silva, qui reculait avec l'appareil qui bourdonnait de plus en plus fort. « Vous ne comprenez pas, » dit le scientifique en sueur. « Ils ne veulent pas détruire. Ils veulent évoluer. Et vous êtes le maillon le plus faible. » Alors la terre trembla. Les rochers autour de la vallée se fendirent, révélant des chambres souterraines remplies de machines cristallines enfouies depuis des millénaires. Le liquide s'y écoula, activant des engrenages qui émettaient des sons harmonieux, presque musicaux. Lucio vit en éclair ce qui restait de celle qui avait été la gardienne originale du liquide, une femme aux yeux comme des trous noirs, murmurant des équations dans une langue morte. Elle avait essayé de contrôler la force qui s'était maintenant déchaînée, mais elle avait échoué. Yara saisit le bras de Lucio, qui commençait à briller entièrement. « Ne laissez pas les prendre, » supplia-t-elle, mais Lucio n'appartenait plus entièrement à lui-même. Sa peau devint transparente, révélant des veines de lumière bleue qui pulsaient en synchronisation avec le liquide. Il toucha l'appareil de Silva, le désactivant, et vit la peur sur le visage du scientifique. « Il ne s'agit pas de contrôle, » dit Lucio, sa voix résonnant en multiples tonalités. « Il s'agit d'équilibre. » Au crépuscule, lorsque les derniers soldats s'enfuirent, la ville était méconnaissable. Les bâtiments se fondaient en forme organique, les arbres poussaient en spirale qui atteignaient la stratosphère, et la rivière coulait vers le ciel dans une cascade inversée. Yara trouva Lucio debout au bord du nouvel abîme,
observant les étoiles qui scintillaient maintenant dans des motifs rythmés. « Que va-t-il nous arriver » demanda-t-elle. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il tendit la main, révélant que sa paume contenait une petite flaque de liquide, dorée maintenant. « Ils nous ont donné une chance, dit-il, pour réparer ce que nous avons brisé, ou pour le briser à jamais. » Cette nuit-là, tandis que le liquide se répandait dans les océans et les déserts, transformant les écosystèmes en quelque chose de nouveau, Yara vit Lucio pour la dernière fois. Il marchait vers les montagnes, son corps se dissolvant en particules de lumière. Elle ne sut pas s'il mourait ou renaissait. Quelques jours plus tard, lorsque des équipes de scientifiques arrivèrent pour étudier l'anomalie, elles ne trouvèrent qu'un journal au bord de la rivière avec des notes griffonnées dans une langue que personne ne reconnaissait et un seul dessin. Un cercle parfait à l'intérieur duquel était écrit, en portugais fané, « Le choix nous appartient toujours ».